For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, on va pronostiquer UFC 274, Footprint Center, Phoenix, Arizona, 4h du matin pour la main card. Et quelle main card! Et je suis avec Jeswin. Salut Jeswin, sois le bienvenu. Salut Nico. Comment tu vas? Super, et toi, merci de me recevoir. Bah, c'est cool, moi ça va, et c'est cool, bah, avec plaisir. Faut que je te demande, Jeswin c'est sud-africain, suisse ou hollandais ou pakistanais? Dis-moi. Non, ouais, c'est un peu spécial comme nom. Non, alors moi je suis à moitié suisse et à moitié indien, donc c'est d'origine indienne, mais moi je vis en Suisse, ouais, je suis suisse. Ok. Ah bah il y a un gros flow dans ton prénom, ça dessus. Jeswin, ouais. C'est très original, très stylé. Allez, UFC 274, analyse prono, c'est parti. Alors on a 3 combats de lightweight dans cette main carte et on commence avec Donald Cerrone contre Joe Lauzon. Donc Donald Cerrone il a 36-16 et Lauzon il a 28-16, donc comme je disais c'est un combat en lightweight. 2 Américains proches de la retraite. Pas sûr qu'on revoit Cerrone dans la cage et c'est aussi pour cette raison que je pronostique que ce combat, quelle que soit sa place sur la carte, je l'aurais inclus en fait dans le game. Voilà, donc c'est 2 vétérans qui nous ont régalé de longues années. Vétérans mais pas si vieux. Alors je dis ça parce que j'ai 40 ans. Cowboy il a 39 ans et Gilo il a 37 ans. Donc voilà, c'est plus des guerres que l'âge qui les a éloignés de leur prime. Et je trouve ça cool que l'UFC n'enfonce pas le clou pour Cerrone en lui accordant un match-up cette fois-ci abordable. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça fait vraiment un bon combat de retraite pour un super soldat qui est Cerrone, qui a pris franchement des gros combats. Il doit être à 4 défaites, 5 défaites peut-être d'affilée. 5. 5, ouais. Donc je trouve que c'est un bon combat de retraite, même s'ils ont l'air de le pousser vers la retraite, mais on peut pas vraiment leur en vouloir et il lui donne un match-up tout à fait abordable à mon avis. Je sais pas si tu veux te lancer dans l'aspect un peu plus technique, mais en tout cas, c'est un bon combat de retraite entre 2 légendes, je pense qu'on peut dire. Ouais, c'est clair. Disons que, honnêtement, tu sais, c'est fou parce qu'avec une telle carrière, tu te demandes ce que tu vas apporter dans un podcast comme analyse entre guillemets, parce que tout a été déroulé sur un tapis rouge pour les deux, quoi. Donc c'est assez. Bah, Cerrone, évidemment, c'est un peu plus évident parce qu'il a vraiment été tapé des tops de la KT, quoi. Donc pour moi, c'est 2 profils pas si éloignés que ça. Que ce soit sur les TKO, les KO, les soumissions, on est dans le même registre. Cerrone va un peu plus à la décision, mais il a un peu plus de combat aussi. Il envoie 4,5 coups signifiants par minute. C'est une bonne moyenne. Il est dans la moyenne déjà des top strikers, contre presque 3 pour Lauzon, ce qui est pas mal du tout. Par contre, celui qui réussit le plus de takedowns, c'est Lauzon. Il en passe 2,4 toutes les 15 minutes, contre un seul pour Cerrone. Donc voilà, ça c'est des petits chiffres qui accompagnent un petit peu ça. En termes de bilan de carrière, Cerrone, je pense qu'il a... C'est un peu dur ce que je dis, mais je pense qu'il a tout simplement trop combattu. Par exemple, entre 2013 et 2019, il s'est tapé 3 ou 4 combats par an, avec souvent des défaites par TKO en plus. C'est pas des défaites... C'est pas des petites soumissions, tu vois, où c'est bref, ça dure longtemps, ça prend des gros TKO. Ou des victoires à la décision, donc ce qui implique des longs combats. C'est ce qui me fait évidemment un petit peu peur aujourd'hui, surtout comme tu disais tout à l'heure, il est sur 5 défaites. C'est un mec qui levait la jambe comme personne, il faisait claquer les coudes sur les tempes comme personne, il était assez incroyable à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde continue de regarder ses combats, d'espérer de le revoir à ce niveau-là, mais à chaque fois, c'est plus du tout le même niveau de combativité, donc c'est plus le pré-Hall of Famer qu'on admire que le sportif pur, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que l'âge en MMA, ça se compte aussi par rapport au combat.
Et je crois que Donald Cerrone, c'est le deuxième combattant de l'UFC avec le plus de combats derrière Jim Miller, sauf erreur. Ouais. Donc ouais, là, même s'il a 37 ans, c'est pas ultra vieux. Il en a beaucoup vu. Il a fait des guerres. Je sais pas, on peut penser à celle. La première qui me vient, c'est avec Tony Ferguson, mais c'est compliqué. Après, franchement, ce match-up, il est abordable. J'espère qu'il va gagner et qu'il va pas revenir. Et Joe Lawson, il a pas combattu depuis 2019, je crois. Je pensais pas qu'il allait revenir. En fait, je croyais même qu'il était à la retraite. Donc, je pense vraiment bon combat pour lui. Moi, après, personnellement, j'aurais apprécié qu'il combatte Jim Miller, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Mais ça aurait fait un bon combat entre deux grosses légendes. Jim Miller qui est toujours très actif, donc c'est clair. Peut-être, ouais. Parce que après, bon, les deux se ressemblent un peu, mais c'est vrai que Joe Lawson, il est plus, c'est plus un dirty fighter, j'ai envie de dire. Ouais. Il va mettre la pression avec son grappling. Tandis que Cerrone, il est quand même un peu plus, il est un peu plus technique. Son striking, à mon sens, son striking, à mon sens, est meilleur que celui de Lawson. Je pense que personne pourra dire le contraire. Et puis, il est pas mauvais au sol. Je pense que sa défense de takedown n'est pas dégueu. Donc, voilà, je sais pas ce que t'en penses, si tu veux qu'on dise nos pronos, mais ouais. Oui, on va t'inquiète, on va parler un petit peu vite fait de Joe Lawson aussi. C'est vrai que le combat contre Ferguson, il a fait mal. 5 défaites, Connor, Anthony Pettis, Petit généreux aussi, Gedji, Morono dernièrement. Ça fait beaucoup de TKO, notamment au premier round. Concernant Joe Lawson, mine de rien, il a plusieurs petits avantages qui sont des petits avantages disséminés à gauche à droite, tu vois. Celui de ne pas avoir affronté les mêmes chefs de guerre déjà que Cerrone, ça c'est très important. Les fois où elle a été dans le dur, bon par contre il a montré qu'il était quasiment prêt à crever. Le mec à chaque fois c'était, je sais plus, c'est pas contre Marc Hominick, un vieux combat où il avait non c'est l'autre qui avait enfin je sais plus, c'était une guerre, mais le truc ça m'avait choqué quoi. Je sais pas si tu te rappelles de ce combat, c'est vieux. Peut-être une dizaine d'années. Non, peut-être j'étais un peu jeune, je crois, ouais. Ouais, tu vois, déjà à l'époque, le mec, il était prêt à crever pour un combat, quoi. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est à double tranchant, tu vois, parce que c'est positif sur son mental. Mais sur sa santé, c'est un peu particulier, quoi. Bon, après, il a moins combattu. Il a été un peu plus raisonnable dans ses matchmaking. Et dans le temps de préparation et de récupération entre deux combats, c'est beaucoup plus pertinent que Donald Cerrone. Pour ceux qui ont envie d'aller voir un petit peu les Sherdog, franchement, on voit qu'il y en a un qui a pris un peu tout ce qui se présentait et l'autre qui a pris le temps de faire des prépas sérieuses en fait entre ces combats. Ça peut être aussi un point clé. Donc, sa dernière victoire, comme tu disais, c'est exact, elle remonte à octobre 2019. Et avant ça, il était sur 3 défaites, notamment contre Clay Guida. Donc, la stat qui tue, et c'est des stats qui tuent, c'est pas une stat aujourd'hui. Tous les deux ont 17 soumissions. Ça, c'est un peu ouf. C'est vraiment des ovnis. Cerrone, c'est 37 combats à l'UFC depuis 2011. Lawson, c'est 27 combats à l'UFC depuis 2006. Cerrone a combattu 10 combats de plus en 5 ans de moins. Je sais pas si tu vois un peu le truc. C'est vraiment ouf. Et quand je vous ai dit qu'il combattait trop, voilà, sa gestion de carrière a été catastrophique durant 7 ans. Et par contre, à eux deux, ils ont 33 bonus Fight of the Night. Donc, n'allez pas vous faire un café pendant ce combat. Et je te propose... j'écoute ton pronostic plutôt. Vas-y, lance-toi. Ouais, juste pour ajouter quelque chose, ils ont pas du tout quand même affronté le même calibre, en tout cas ces derniers temps. Comme tu as dit, ok, Cerrone, il a 5 défaites d'affilée, mais c'était contre, dans le désordre, Gedji, McGregor. Pettis, à mon sens, il avait gagné, mais bon, je sais pas. À mon sens, il avait gagné la décision. Et après, là où le bas blesse, c'était contre Morono, qui est quand même un cran en dessous. Après, il y a le ring rust, tu vois. Le fait de ne pas avoir combattu depuis très longtemps pour Lawson depuis 2019, donc je sais pas, il y en a qui disent que c'est une légende, le ring rust c'est un mythe, donc je sais pas. Après, bon voilà, mon prono, moi je dirais quand même Cerrone à la décision. Lawson il est quand même dur à finir, mais à mon avis Cerrone il est
un peu meilleur partout, peut-être. Je comprends. Peut-être en lutte. Donc Ouais. voilà. Je comprends. Ouais, à vrai dire, je me demandais s'ils allaient aller en JJB, justement, tu vois. Donc, Cerrone à la décision, ok. Bah, c'est vrai que bah, celui qui sait qui va gagner, il est bien malin quand même, parce que, comme tu dis, c'est vrai quand même que sur le papier, Cerrone semble avoir un peu l'avantage par rapport à l'adversité qu'il a eu jusque-là. Mais Lawson, moi, je trouve que le fait de s'être préservé par rapport à où il en est, à son âge et tout, c'est un petit avantage, tu vois. Mais ce que tu as dit, ça a été présenté comme, entre guillemets, un inconvénient, tu vois. C'est le ring rust, c'est ça? C'est comme ça que tu appelles ça? Ouais, C'est c'est comme vrai ça que ça qu'ils peut... disent, ouais, en anglais. Ouais. Ouais. C'est vrai que parfois, c'est présenté comme étant un inconvénient. Mais pour lui, par rapport à ce match-là, à ce match-up-là, je le vois un peu comme un avantage. Parce que l'autre, Cerrone, a vraiment trop combattu, quoi. Mais bon, il a quand même sa dynamique. Écoute, j'espère que ça va le faire. En tout cas, Cerrone, je pense qu'il sera peut-être un peu plus lourd dans la cage le soir du combat. Ça pourrait être un avantage. Sur 3 rounds surtout, parce que du coup, le taux d'oxygénation n'est pas le même. La question, c'est est-ce que Cerrone va garder la distance, travailler ses kicks? Est-ce que Lawson va accepter les coups jusqu'à briser la distance et chercher le KO, ou se lancer dans les jambes, tu vois? Parce que c'est deux spécialistes du sol quand même. Donc, est-ce qu'ils vont aller chercher aussi de lutte? Il y a quand même pas mal de petites questions sur leur game plan. Ça, bon, bah, on le saura au dernier moment. La vérité, c'est que par rapport à ça, Lawson n'a pas soumis depuis 2012, donc c'est difficile de penser qu'il va tester le sol de Cowboy. Voilà, je pense qu'il a l'avantage sur le papier dans quelques domaines, mais que t'as pas tort. L'adversité de Cerrone parle pour lui, on va dire. Je pense que sa dernière victoire le présente comme un favori et que le Sherdog un peu dégueulasse de Donald Cerrone, ça l'aide pas. Néanmoins, c'est vrai qu'au fond de moi aussi, je vois une victoire de Donald Cerrone à la décision ou sur Doctor Stoppage, parce que je vois beaucoup de coups dans ce combat, tu vois, je vois beaucoup de sang. Donc je serais pas étonné qu'il y ait une petite observation de l'œil ou tu vois de l'arcade à un moment du combat et qu'on arrête là et qu'on arrête parce que l'autre il s'arrête jamais, hein. Lawson il s'arrête jamais, lui il s'en fout, il y va, hein. Il fait penser à Ferguson pour ça. Donc voilà, je vois une décision ou un stoppage. On est d'accord. Voilà. On va passer au deuxième combat, qui est Mauricio Shogun Rua contre Ovin Saint-Preux. Alors, Shogun, il est à 27-12 et 1 no contest. Ovin Saint-Preux, il est à 25-16. Combat de light heavyweight. Ça va taper dur. Peut-être dans les deux sens du terme, je ne sais pas. On est encore sur du vétéran, mais du vétéran généreux, donc c'est cool. Encore deux combattants qui sont proches de la fin de carrière. Le prime est passé, hein, clairement, surtout concernant Rua, c'est assez évident. Mais ça les empêche pas de nous offrir du spectacle, encore récemment, et surtout, du côté de Rua, des victoires, quoi. Donc il combat pas énormément, 1 ou 2 fois par an maximum, il a une dynamique qui est honorable, avec il a cette défaite contre Paul Craig, mais voilà, dernièrement, les décisions, c'est souvent du split. Il se base quand même beaucoup sur son cœur, son esprit martial de guerrier pour survivre. Il active souvent le mode pilote automatique. Je dis pas ça, j'ai aucune animosité, hein, je suis un grand admirateur de Rua. Il montre encore des choses qui sont très intéressantes, à condition d'accepter que c'est contre des adversaires qui sont abordables. Voilà, ça, je pense qu'il faut faire l'impasse sur le Rua du Pride qui allait contre n'importe qui. Aujourd'hui, les match-ups doivent être plus ou moins soit favorables, soit abordables, pour pouvoir obtenir soit une split, soit une décision. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à Shogun Rua. Bah écoute, il avait pris sa retraite, il me semble, et puis il a décidé de revenir cette année, donc il n'a pas combattu depuis 2020 et sa défaite contre Paul Craig, ce qui est pas du tout indignant, hein. Paul Craig, Non, c'est clair. très très bon combattant, mais j'avoue que je comprends pas tellement pourquoi il revient, surtout pour ce match-up-là, OSP qui est aussi sur pas mal de défaites, enfin deux défaites. Exact. Contre Tanner Buzzer et Jamal Hill. Bon, encore une fois non plus, c'est... Pardon ? C'était en poids lourd contre Tanner Buzzer. Ah, c'était en poids lourd. Ah, donc là, il revient en light heavyweight. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai du mal à comprendre ce match-up, surtout pour Rua qui revient de sa retraite pour affronter OSP. Je trouve que ça fait pas tellement sens. Je sais pas. J'avais bien aimé son combat contre Nogueira.
qu'il avait gagné par split décision. Là, c'était vraiment un combat de deux légendes. Et s'il revenait, bon, Nogueira a pris sa retraite, mais s'il revenait pour un combat un peu similaire, pourquoi pas. Pour ça, je trouve que ça vaut pas tellement le coup. J'ai l'impression que peut-être Roas, il est dans ce moment où voilà, il a pris la retraite, il a pris sa retraite, mais il a du mal à passer à autre chose, quoi. Ouais. Comme les Vitor Belfort, les combattants comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Roy, je sais qu'il fait beaucoup de stages. Peut-être que ça paye pas. Peut-être qu'il avait un bon salaire de base à l'UFC, un bon contrat, et que un combat par an, tu vois, ça met un peu de, comme on dit, quoi, de beurre dans les épinards. Surtout que là, c'est abordable, tu vois. Avec les guerres qu'il a fait, quand on lui dit Ovin Saint-Preux, je pense qu'il a pas peur, quoi, tu vois. Autant y aller. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a des combats où tu comprends le comeback, et là, un peu moins. Je peux comprendre. Je comprends très bien ton ressenti. Surtout que c'est une légende et on n'a pas envie de le voir se faire démolir, quoi. Ça, c'est aussi un autre aspect du truc. Ouais. Je pense pas que Roy va tenter quoi que ce soit au sol avec lui, avec cette capacité de renversement qu'a Ovin Saint-Preux, c'est assez incroyable. C'est vraiment incroyable. Il peut soumettre, il peut terminer rapidement en ground and pound. Quand il a trouvé le bouton, c'est assez incroyable, hein, comme il envoie. Il trouve facilement la position montée. Il a passé quand même, je crois, 3 bonnes flous. C'est en étant coincé, une fois sur le bras adverse. C'est assez incroyable. Alors, je suis vraiment pas bon en JJB, ni en technique, ni en exercice, ni en analyse, pardon. Mais juste, je trouvais ça assez incroyable. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ovin Saint-Preux? Bon, c'est vrai qu'il a passé quelques soumissions, mais c'était un petit moment, si je me trompe pas. Donc là, on le voit plus en ce moment dans les highlights C'est vrai. où il se met KO, quoi. Je le vois plutôt là striker avec Roy et puis athlétiquement, bon, il doit approcher la quarantaine, mais athlétiquement c'est un monstre, quoi. Donc pour moi c'est le principal avantage qu'il a sur Shogun dans ce combat-là, quoi. Ouais, tu sais, je le vois pas incroyablement meilleur que Shogun, mais un poil meilleur dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui... J'ai peur qu'il écrase le... Bon, mentalement, Roi, faut y aller, hein, pour l'écraser, mais j'ai peur que dans toutes les phases de son game plan, Roi ne trouve aucune solution, en fait. Je vois pas comment tu peux trouver... Ou tu sais, pas un lucky punch, mais... Entre guillemets. Mais sinon, je vois pas, quoi. Surtout que placer un lucky punch à Ovin Saint-Preux, c'est compliqué parce qu'il a une boxe, en reculant, une boxe défensive qui est incroyable. Qui est pas... Enfin, oui, qui est un peu meilleure que la moyenne, quoi. Il a vraiment une boxe défensive qui est assez folle. Et ouais, ça me fait un peu peur à ce niveau-là. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que ça va rester debout, ça va boxer. Donc, ouais, il a des 1, 2, 3 qui font peur. Il cale des uppercuts qui sont terribles entre le menton et le cou. Ouais. Et puis derrière, ça déroule, hein. Il se jette, il va jusqu'au KO. Donc c'est... Ouais, je suis pas méga optimiste pour notre ami Shogun. On passe à la stat qui tue. Je rends hommage à Shogun Rua pour cette stat qui tue, puisque c'est 21 KO, TKO en 27 victoires. Voilà, il n'y a pas de stat qui tue autre que celle-ci, et je la trouve très belle. Voilà, donc le prono. J'estime que Roi ne progresse plus, mais j'estime que c'est normal, hein. Il a les mêmes patterns de coups qui ont fonctionné contre des strikers à l'ancienne. Il lève plus la patte aussi, donc là aussi c'est compliqué. Au niveau des hanches, c'est compliqué. Si on s'en tient à de la boxe pure, c'est quand même sûrement avantage à Ovin Saint-Preux, qui est qui en plus peut soumettre, peut contrôler au sol, peut contrôler en ground and pound pendant de longues minutes, jusqu'à trouver un étranglement ou un truc assez vicieux. Franchement, j'aimerais quelqu'un qui me présente des arguments pour Roi, mais moi j'en ai pas. Donc je pronostique Ovin Saint-Preux avec un finish quand même au début de 3e, sans trop d'hésitation, mais pas dans la facilité non plus. Voilà. À toi. Moi, je pense TKO pour Ovin Saint-Preux. Franchement, ce combat me fait un peu peur pour Shogun et il est quand même, comme tu as dit, il est très puissant quand même. Ouais. OSP. Donc moi, je dis TKO, ouais, pas premier round, mais peut-être 2 ou 3e. Ah ouais. Ok. Grosse confiance pour. Non, je dis ça comme ça, mais je suis pas sûr de moi, mais c'est comme ça que je vois, ouais. Ouais. Non, je peux comprendre.
Je peux comprendre et je partage un peu ton point de vue, quoi. Disons que je vois bien, je vois bien peut-être du flash KO et puis que ça se termine au sol et puis que ça aille jusqu'à une petite soumission. Mais ouais, un ticket, ouais, carrément. Alors, ok, ben on est encore d'accord. C'est cool. Donc on va pas parler de Ferguson Chandler, on va l'aborder dans un grand format à part. Donc on va passer directement au strawaway. Rose Namajunas contre Carla Esparza, numéro 2 mondial, contre la championne. Donc on est à 12 victoires et 4 défaites pour Namajunas et 19 victoires, 6 défaites pour Esparza. Deux combattantes qui vont sûrement prendre leur temps. Je sais pas après ce que tu en penses, mais moi je pense que ça va sûrement être assez long. Esparza, c'est quand même 9 décisions sur 11. Il y a 3 défaites dans le lot. Ce qui veut dire que dans la victoire ou dans la défaite, c'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Namajunas, c'est un KO, TKO, un combat sur 2 depuis 2017, donc sauf la défaite contre Andrade. Les tendances se sont inversées depuis 2014 et leur premier affrontement, dont je me rappelle absolument pas d'ailleurs. Je dois avouer que je regarde pas les... Je sais pas toi, hein, mais je vais être tout à fait honnête, je regarde pas les combats de Carla Esparza. Autant le dire tout de suite. Je devrais peut-être avoir honte, mais j'avoue tout. Je me confesse. Donc, je sais pas, vas-y, je sais pas ce que t'en penses. Je vais pas dire grand-chose. Hein. Ok, ouais, alors écoute, moi j'en ai regardé un ou deux les highlights. Ouais. Ouais. Non, mais en plus, non, la KT Strawway, je trouve, à mon sens, c'est la plus excitante chez les filles, mais, Okay. mais c'est vrai que Esparza, elle est un peu, elle est un peu ennuyante, mais non, écoute, comme tu as dit, elle est très attentiste. C'est-à-dire que, oui, elle a donc une grosse lutte. C'est une lutteuse, elle va chercher à lutter contre Namajunas, et c'est comme ça qu'elle gagne ses combats, donc à la décision. Grâce à sa lutte, ou bien ground and pound. Elle a un gros ground and pound. Par contre, elle a quasiment pas de soumission. Ouais. Leur c'est premier long, combat, ouais, c'est ça. Elle a pas un très bon grappling. Enfin, c'est-à-dire, elle arrive à maintenir l'autre combattante au sol, à faire du ground and pound. Mais elle a pas de grosse soumission. Bon, après, il me semble que leur premier combat, mais bon, c'était en 2014, je sais plus si elle l'avait soumise. C'était une soumission, ouais. Je me rappelle même plus. Mais bon, Namajunas à l'époque elle était à 2-1 en carrière. T'imagines, elle était à 2-1 en carrière. Aussi. Donc, c'est ça aussi. Ouais. C'est qu'on regardait pas Namajunas non plus. Tu vois. Elle avait 22 ans, ouais, c'est ça. Donc après, pareil niveau striking, Esparza, elle a pas de danger particulier. C'est-à-dire que elle est attentiste, elle est pas très dynamique, elle a pas de pouvoir de KO. Après, je dis ça, Esparza, elle va gagner en première round par knockout, mais je pense pas. Tandis que Rose, elle est quand même son striking, c'est magnifique, quoi. Ouais. Elle est précise, elle est dynamique. Enfin, elle varie bien. Elle met beaucoup de leg kicks aussi. Après, ouais, justement, les leg kicks de Rose, il faudra faire attention quand elle lance un leg kick, pas Carla ouais, takedown. Ouais, il y a toujours le danger du takedown quand tu lances des kicks. Mais bon, Rose a une très bonne défense de soumission. Elle est pas facile à garder au sol. Je sais pas si tu te souviens un petit peu de son combat son dernier combat contre Weili Zhang, où elle a gagné à la décision. Donc Weili Zhang, qui s'était entraînée avec Henry Cerudo, elle a cherché à la mettre au sol, etc. Mais Rose, elle a jamais été en danger au sol, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Et après Esparza, oui, grosse lutte. Mais bon, elle s'était fait balader par Tatiana Suarez en 2018 lorsqu'elles avaient combattu. Bon, Tatiana Suarez, elle est plus grande, c'est sûr. Peut-être qu'elle aurait pu s'aller en flyweight. Et je crois qu'elle va revenir en flyweight. Mais grosse lutte. Mais il y en a qui sont meilleurs, quoi, dans la KT. Et puis les derniers combats d'Esparza, c'est des splits, je crois. Donc ouais. Ouais, c'est long. Franchement, je l'ai dit, hein, je suis tout à fait honnête. Hein. Elle ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas bien de dire ça, mais vraiment. Tu vois, autant la dernière fois, j'ai fini par trouver de l'intérêt entre Dern et Torres. Tu vois, je sais pas, tu te rappelles de ce combat? Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, parce qu'il y avait, j'avais trouvé un peu de. Bon, déjà, c'est des combattantes. Enfin, Dern, je trouve qu'elle est un peu plus attractive que Torres, mais finalement, j'ai trouvé de l'intérêt aussi à m'intéresser à ce combat.
Au départ, c'était pas trop le cas. Et là, ça prend pas. Vraiment, j'ai cherché, hein, mais ça, non, ça prend pas. Je trouve que c'est assez. À part si Esparza va réussir à la. Genre, admettons, mais t'imagines sur 5 rounds, réussir 5 takedowns et réussir à garder le contrôle au moins 3 minutes. Mais voilà le combat, quoi. C'est terrible. Tu vois, parce que je vois que cette issue-là pour elle pour gagner, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est ce qu'elle cherche, hein. Elle va pas la finir et puis Ouais. elle va essayer de nous faire une Belal Mohamed, quoi. Mm. Ouais. Et encore que Belal Mohamed, il a prouvé dernièrement qu'il avait fait évoluer sa lutte au sol, quoi. C'est super. Enfin, en tout Ouais, cas, c'est vrai. par rapport à Vicente Luque, il m'a grandement surpris. Et Vicente Luque m'a aussi grandement surpris, mais dans le mauvais sens. Ouais. Alors, Namajunas, bah, c'est KO Weili Zhang, c'est TKO Jedrzejczyk. Une belle revanche avec du cœur contre Andrade, qui est difficile à manœuvrer. Il n'y a pas grand monde qui peut se pointer et me faire douter sur mon prono. Donc, ouais, je répète, hein, je suis pas très loquace, j'ai pas d'argumentaire. Je te remercie parce que tu l'as fait pour moi. T'as présenté ça très très bien. Bravo, c'est cool. Merci. Ouais, vraiment. Donc, écoute, la stat qui tue, elle est pas terrible. C'est attention au takedown de Esparza qui en réussit 3,5 toutes les 15 minutes, donc plus d'un par round. Si je peux me permettre la petite transition, bien que ce soit pas tout à fait forcément vrai. Donc plus d'un par round pour Esparza. Donc faut se méfier de ça. C'est comme on l'a dit, sa plus grande arme. Mais à part ça, voilà, on va passer au prono, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'écoute. Ouais. Alors, du coup, il y a la grande majorité des personnes, mais, euh, mais quand même Rose Namajunas. Mais franchement, pour moi, c'est pas si évident que ça. Oui, elle est Ok. favorite, mais franchement, Rose, ça fait un petit moment qu'elle a pas affronté vraiment des grosses lutteuses. Donc, oui, elle est dure à garder au sol, mais on sait pas exactement comment elle peut réagir. Donc, moi, à mon sens, Esparza peut gagner dans un combat, comme tu l'as dit, je pense, un peu chiant, où elle la maintient au sol, etc. Après, franchement, je mettrais quand même Rose. Ouais. Je mettrais quand même Rose en finish. Parce qu'elle Ouais. elle prend Ok. beaucoup de coups quand même. Esparza, même en clinch, elle se fait toucher. Donc je mettrais quand même ça, mais franchement, je mets pas. Ce sera pas aussi évident que ce que la D'accord. majorité des personnes pensent. Ouais. Ouais. En fait, c'est vrai que moi, je m'attends à ce que, tu vois, quand tu dis que c'est pas si évident que ça, je suis un peu d'accord avec toi. Mais je m'attends à ce que, enfin, c'est pas mais, c'est et je m'attends à ce que, admettons, Namajunas, elle est dans le dur pendant un round ou deux, tu vois. Je veux dire, elle va adapter son game plan à un moment donné, tu vois, elle est très intelligente, même son corner. Donc j'imagine que c'est prévu dans le truc que si ça se passe pas bien, va y avoir un réajustement de game plan, tu vois. À mon avis, c'est évident. Vu ce qu'il y a en face avec l'arme principale écrit en gros sur son front, tu vois, takedown. C'est vrai. À mon avis, voilà, c'est prévu, quoi. Donc, même si elle est mise à mal, je pense que, comme tu dis, ça peut aller à un finish, hein. Moi, je pronostique une décision de Rose Namajunas parce que je vois du boring je vois 2 ou 3 rounds très ennuyeux. Donc, je vois ça un peu durer, un peu, tu vois, être un peu ennuyeux. Mais t'as peut-être raison, ça peut aussi ça peut aller chercher du clinch, ça peut aller chercher de la taille, et ça peut être très très vrai ce que tu dis. Ça peut très très mal finir. Mais ouais, c'est cool. T'as une bonne vision du game. Je pense que c'est toi qui as raison. Voilà, on verra. Ça se trouve, on va tous les deux se planter la gueule. On va tous Ouais, les deux se prendre un petit KO de l'autre, là, Esparza. ouais. On Franchement, va, on va. je suis pas certain pour ce qu'on va là. Ouais, C'est pas ouais, je écrit, suis pas hein. sûr. Non, non. Tu sais, il y a des cartes comme ça où voilà, on a à peu près tout bon, quoi. Tu vois, genre la dernière carte, c'était Petr-Yan Aljamain Sterling qui nous a Ouais. tous, enfin pas tous, mais qui nous a une grande partie mis hors du truc. Mais pour le reste de la carte, c'était quand même assez évident, quoi. Tu vois, je sais pas si tu te Ouais. rappelles. Volkanovski. Ouais, il n'y avait pas de surprise. Ouais, Il ça. n'y avait pas de Je me surprise. souviens plus qu'il y avait d'autres, mais ouais. Ouais. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir eu la clairvoyance de au moins analyser avec respect Aljamain Sterling, parce que je l'ai vraiment sous-estimé, tu vois. Je le reconnais. Dans mon analyse, j'avais vraiment été, comment on dit quand on manque de considération. Je l'avais pas Mm. considéré, tu vois. Voilà. Je fais mon mea culpa. C'est beau. Allez, on passe au main event. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, bah là, la banger, hein. Un Là, banger. ouais, franchement, c'est le combat, je pense qu'on attend tous, qui est super intéressant. Ouais, Franchement, il y a tellement de choses à dire. ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, ouais, Je présente ça vite fait. vas-y. Charles Oliveira, Carlito, contre Justin Gaethje, numéro 1, contre le champion. Alors, on est à moins 170 pour Charles Oliveira et on est à plus 150 pour Justin Gaethje. Donc, ne misez pas trop d'argent parce que vous n'allez pas beaucoup en gagner. Pas en gagner beaucoup. Quoique, quel que soit votre choix. Voilà, on est à 32,8 pour Charles Oliveira et 24,3 pour Justin Gaethje. On est en lightweight, encore une fois. Même taille, à l'allongé pour le Brésilien. Mais ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas combattu un challenger un poil plus grand que lui. Ça date de Tony Ferguson. Ça lui avait plutôt bien réussi. Donc bon, c'est pas trop un argument. On va commencer par le champion, qui combat en moyenne 7 minutes tout rond par combat. Voilà, il plie ça en moins de 2, si je peux me permettre. Sauf si, d'après moi, il continue de se prendre des parpaings dans le premier round, comme il a pris contre Chandler, par exemple. Je vois pas Gaethje aussi tolérant que Chandler, si je peux me permettre. Je le vois beaucoup plus dur. Notamment depuis qu'il a trouvé sa distance en kick. C'est devenu une torture pour les jambes adverses. J'ai trouvé que Oliveira avait pris une dimension, par contre, en lutte à une échelle mondiale proche de ce qui se fait de mieux. Ça, c'est pour les dernières évolutions, tu vois, parce qu'on est dans l'actualité, quoi. Je vais pas commencer à revenir sur leur parcours, tu vois, les 10 dernières années. Je crois qu'ils ont été assez présentés comme ça. Donc, concernant la lutte d'Oliveira, est-ce que c'est Ferguson qui était vraiment mauvais ce soir-là? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après, ou c'est juste cette fois que les planètes étaient alignées, tu vois? Ou est-ce que juste Oliveira s'est révélé être un... Enfin, il était déjà un lutteur exceptionnel, mais là, il y a eu vraiment un avant-après, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Par rapport aux nouveaux skills, on va dire, qu'ils ont pris un +1, tu vois. Ouais, bah, au niveau de la lutte, après Oliveira, il utilise la lutte pour commencer, pour se mettre en position, après Ouais, directement chercher une soumission exact. ou quelque chose comme ça. Et il a même pas besoin de t'amener au sol pour te soumettre. Mais Gaethje, franchement, il a une super défense de lutte, hein. Enfin, Mm. il a un passé de lutteur universitaire et il utilise pas trop sa lutte dans l'octogone, mais par contre, il a une super défense de takedown. On l'a encore vu contre Chandler, qui est un super lutteur. Mm. Dans le scramble, à chaque fois, il arrive à se relever. Il est super intelligent. Il se retourne. Franchement, au niveau de la lutte, il est très difficile à maintenir au sol. Moi, je vois pas Oliveira le maintenir au Ouais. sol. Je dis pas En qu'il peut fait, pas le soumettre, hein, mais je dis que le ouais, ouais, maintenir ouais, au ouais. sol, c'est compliqué. Ouais. Je comprends, t'as raison. En fait, c'est vrai que Gaethje, il se relève très vite, mais surtout, parfois, il tombe tout simplement pas, quoi. C'est juste qu'il arrive même Ouais. à repousser le bordel, quoi. Il a un jeu de hanche et là, une tête droite, il reste aligné, tu sais, c'est incroyable. Alors que putain, il se prend un taureau dans le bide, quoi. C'est vrai que pour ça, Gaethje, c'est une belle arme. Tu crois qu'il y a des chances que justement, euh, Oliveira tente cette approche à outrance avec lui? Non, je crois pas. En tout cas, pas dans les premiers rounds. Et puis même là, il l'a redit hier en interview qu'il allait striker avec lui. Ouais. Il a dit voilà, moi je suis un fighter de MMA, je vais striker. Si j'ai une occasion, je vais le soumettre ou je vais le mettre au sol, mais je vais y aller en striking comme il a fait en fait contre Poirier. Moi, Ouais. je le vois faire comme ça. Mm. Euh, et puis s'il a une occasion, en fait, je pense pas qu'il va changer de game plan. Ouais, en Évidemment, il fait, va faire ouais. des ajustements, mais ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, ouais, contre Poirier, ouais, ça s'est bien goupillé aussi au fait que Poirier, c'est un petit peu son point faible. Tu vois, la pression plus la lutte, ça, dès qu'il commence à mettre un genou au sol, y a plus, ça répond presque plus, quoi. Tu vois, surtout contre des mecs d'élite comme ça. Bon, pas besoin de citer Habib, mais contre Oliveira, déjà, c'était un calvaire de voir la fin du combat. Enfin, surtout pour moi, qui suis fan de Poirier. Mais c'était bordélique, mais c'était ouais, c'était les game plans. C'est ça, c'est ce que tu dis. Je pense qu'il va pas non plus trop faire évoluer son game plan. Euh,
Le problème, c'est que Geji, il a des réponses à tout ça, quoi. Que ce soit en lutte, enfin, en ground and pound, en JJB, mais en boxe, en clinch, en kick, il a des réponses qui sont plus dures à mes yeux que ce que a affronté Oliveira jusque-là, tu vois. Je pensais que le plus dur, ça allait être Ferguson, tu vois. Et ça a été, entre guillemets, le plus, pas le plus facile, mais enfin, le truc qui m'a mis le plus sur le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors oui, Geji, il a de meilleures armes, mais je trouve que sa défense de soumission, elle est pas bonne. Genre, c'est un bon anti-lutteur, mais une fois qu'on arrive au sol, je pense qu'il aurait, s'ils arrivent au sol, comme quand on a, bon, c'est Khabib, hein, mais quand on a vu comme Khabib, il Bien s'est sûr. fait mettre au sol très rapidement. Et je pense qu'Oliveira, il n'aura pas de difficulté s'il se retrouve au sol à Ouais, le soumettre. Mais le problème, c'est arriver au sol. ouais. Euh, ouais, comme tu dis, par contre, il est, à la différence de Poirier, il frappe quand même très très fort. Et Oliveira, il prend beaucoup de coups. Il bouge pas beaucoup la tête. Il a pas vraiment de mouvement de Mm. tête. Et il s'est fait knockdown par Chandler, knockdown par Ouais, c'est Poirier. vrai. Et la question, c'est, voilà, que tout le monde se pose, c'est un peu évident, mais est-ce qu'il arrivera à survivre au parpaing Mm. de Geji, quoi, Mm. qui, beaucoup de gens le voient comme un bourrin, mais pas du tout. Enfin, il frappe très fort, mais il est très très fort. Il a un très bon fight IQ. Il est entraîné par Trevor Whitman, Ouais, qui est l'entraîneur aussi de Usman et Namajunas. Euh, mais ouais, ce qu'il a fait contre Chandler au niveau du striking, c'était incroyable, quoi. ouais. La séquence où il le met knockdown, où il met knockdown Chandler, il balance une gauche que Chandler prend. Ensuite, il refeinte de nouveau le crochet du gauche. Donc Chandler se protège et là, il balance une droite, knockdown, très très propre. Ouais, il est propre. Donc, ouais. Et C'est il pas le lance beaucoup bordel, de hein. coups à la minute. En fait, il a Il semble. changé. C'est plus le brawler street fighter, quoi. Il a vraiment Ouais. changé, quoi. Il a vraiment changé. Juste, je me permets un petit, un petit rectificatif. J'ai pas dit que Geji frappait plus fort que Poirier, mais j'ai sûrement dit ou insinué que Geji paniquait moins en lutte au sol, par exemple, que Mm. Poirier. Euh, mais là où je te rejoins, enfin, je sais pas si c'est vraiment ce que tu as dit, mais euh, par rapport à ce que tu disais avant ton argumentaire qui est quand même très solide, c'était que j'imagine bien une position montée, jambes autour des hanches de Gadji, tu sais, une position montée d'Oliveira et qu'ils lui prennent le coup. Comme tu disais, si ça finit au sol, en Jiu-Jitsu, c'est évidemment lui qui aura l'avantage. Et c'est un peu, si ça arrive, c'est un peu dans cette façon-là que je vois un finish, tu vois, un espèce Mm. de, de, de- comment on dit, d'enlacement, tu vois, vraiment, je le vois bien se mettre autour jusqu'à serrer. De toute façon, c'est Ouais. clair qu'Oliveira, une fois qu'il a trouvé la faille, c'est très, très compliqué. C'est fou parce il a des qualités qui sont mais, démesurées et des défauts qui sont exactement autant démesurés, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois tout à fait. Comme tu parlais des Mais parpaings, quoi, qui se prend. mm, C'est ouais, euh, ouais, c'est trop, en fait. ouais. Geji prend aussi beaucoup de coups. Exactement. Il a tendance à avancer comme ça. Enfin, il a pas non plus beaucoup de mouvements de tête. Il avance un peu comme ça avec son coude, avec ses coudes devant la tête. Mais le truc, c'est que Oliveira frappe pas aussi fort que Geji. Mais Oliveira, hein, il est très fort en striking aussi. Hein, Ouais, comme il a varié les coups contre Poirier, les genoux, là, les genoux au corps, les ouais, body ouais. shots, les coudes, c'était. Et aussi, ce qui est intéressant avec Oliveira, c'est qu'il balance beaucoup de front kick. Parce que le problème avec les front kicks, c'est qu'on peut on peut prendre un takedown derrière, mais personne va oser faire un takedown à Oliveira en fait. Ça va Donc être il compliqué, ouais, balance son front exactement. kick qui touche. C'est ce qu'il a fait contre Kevin Lee. Kevin Lee essaie de le mettre au sol, il se prend une guillotine, c'est fini quoi. Mm. Donc il a une variété en striking, il a un très très bon Muay Thai, Oliveira, mais c'est toujours, il prend beaucoup de coups. Mm. Donc c'est ça le truc Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Moi, je pense il y a peu de chances que Geji kick aussi haut que Ferguson, par exemple, tu vois. Hmm. Je pense qu'il va sûrement viser au maximum les calfs. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? À part head kick où il est sûr d'arracher la tête, je le vois pas envoyer du middle ou de la cuisse, tu vois, sur Oliveira. T'es quasiment sûr de finir au sol, comme tu dis, de passer un sale quart d'heure, ou même du front kick. J'ai peur
que ce soit pas à Gadji de faire ça. Donc je le vois bien travailler la distance en calf, en jab. Euh, du moins parce que c'est un 5 rounds, hein, donc ça va être long quand même. Et il y a moyen que ça aille, il y a moyen que ça finisse très vite, mais il y a moyen que ça dure aussi très longtemps. Donc j'ai du mal à imaginer un game plan qui change de la part d'Oliveira. Mais si je devais me positionner pour Geji, je pense que ça serait un travail de kick, de low kick intensif. C'est depuis qu'il s'est fait opérer des yeux, il a quand même une gestion de la distance. Une gestion de la distance et des kicks qui est plus du tout la même. Et on peut, je pense, lui faire confiance là-dessus maintenant, tu vois. Il est beaucoup plus fiable. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je suis entièrement d'accord depuis l'opération des yeux et puis aussi et surtout depuis qu'il s'entraîne avec sous Trevor Whitman, qui est vraiment, à mon sens, le meilleur entraîneur du monde, quoi. Ouais, C'est lui qui a développé le striking de Usman, quoi, et c'est jour et la nuit. c'est vrai. Et alors, par rapport au calf kick, je suis entièrement d'accord avec toi. Il a des calf kicks, mais c'est monstrueux. Ouais. Il est balance énormément au début de combat et l'adversaire, il est beaucoup moins mobile après. Si tu te prends des calf kicks de Geji, t'es beaucoup moins mobile après. Et là, il peut lancer ses combinaisons en boxe C'est ça. qui sont énormes. Donc, en fait, aussi une autre question, c'est est-ce que Oliveira sera capable d'éviter les calf kicks, les outside calf kicks? Ouais. Bah, vu qu'il a quand même tendance à toujours avancer, Ouais, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va se les prendre, tu vois, jusqu'à soit tomber, soit. Il avance beaucoup. Ouais. Ouais. On C'est vrai le qu'il met voit la pression. très peu reculer. Quand il recule, il essaie de choper la tête au passage, tu vois. Il s'arrête jamais, quoi. Le mec, c'est incroyable. Il y a quand même quelques lacunes qui exigent de lui beaucoup de présence dans la garde adverse. Tellement de volume de coups portés puissants qui exigent un peu de surprise, tu sais, un peu de folie dans son jeu. C'est pas toujours tout cadré, millimétré. Il y a beaucoup d'explosivité, il y a beaucoup de surprises. Donc c'est aussi déroutant pour l'adversaire, mais moi, bon, ça rejoint le truc des calf kicks qu'on disait, quoi, tu vois. Le fait de toujours dans la garde adverse, je trouve que là, contre Geji, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, j'ai peur que ce soit l'action fighter de trop pour Oliveira, en fait. Donc pour moi, il s'en sort contre Poirier grâce au fait que Poirier soit moins bon que lui en grappling, alors que c'était vraiment juste dans le premier. Hein. C'était vraiment juste dans le premier. Hein. Sachant que je surkiffe Poirier, je scrute, je l'analyse en permanence. Et celui-ci, je trouvais qu'il n'était pas à 100% dans son combat aussi. Mais là, je suis peut-être un peu chauvin. Après, on peut parler aussi du premier round contre Chandler. C'est pas rassurant pour les fans du Brésilien de savoir qu'à chaque premier round, le mec il va au sol avec un flash KO enfin, il prend en plus derrière, tu vois, il se relève pas immédiatement, il prend du parpaing. Donc mon grand inconnu, c'est comment il fait pour revenir dans son combat après chaque KO énorme qu'il prend, quoi. Voilà, ça, cette dissertation, j'aimerais bien qu'on me réponde, c'est incroyable. Et je suis pas sûr qu'en fait, tu peux te dire, je suis champion et je mise là-dessus. Enfin, en termes de défense, pardon, j'enlève rien à tout ce qu'il a en skills à côté, tu vois. Mais en termes de défense, c'est un peu friable. Et contre quelqu'un comme Gadji qui a énormément évolué en intelligence de combat, c'est celui qui a le taux de touche signifiante la plus élevé de sa catégorie. Hein. Il a un taux, après similaire, de frappe encaissée. C'est vrai, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est incroyable, quoi. Gedji, il prend autant de coups qu'il en donne en termes de frappe signifiante. Et qui sera le meilleur à ce petit jeu-là, tu vois, le jour J, quoi. Donc, qu'en penses-tu? Entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que je peux ajouter? Les deux ont un très bon menton. Ça, c'est sûr. Après, mais ouais, alors, je te laisse finir, mais juste vite fait, est-ce que tu appelles ça un bon menton d'aller au sol et de se faire comme Oliveira, tu vois? Non, mais bon, alors, Geji, je pense qu'on peut. Il a un très bon menton, ça, on est d'accord. Genre, il prend beaucoup de coups et tout, mais il faut se lever tôt pour le mettre KO. Et quand il s'est fait mettre KO, c'était vraiment après une guerre d'attrition, quoi, contre Alvarez et contre Poirier. Oliveira,
Ouais, le truc, c'est que Chandler et Poirier, ils avaient frappé fort, donc il a été mis knockdown, mais c'est difficile de poursuivre avec un ground and pound sur lui parce qu'il y a toujours le danger de la soumission. Mm. Là, Gaethje, il frappe tellement fort que ce qui pourra survivre à ça, franchement, franchement, c'est chaud. Ouais. Mais, Ouais, mais c'est fou parce ça peut vraiment aller dans les deux sens parce que le KO que Oliveira a mis contre Chandler, c'était d'une précision. Il était surpris, il l'a pas vu venir. Donc même si c'est pas un coup qui est extrêmement fort, tu finis quand même par terre, quoi. Ouais. Et là, je pense que Chandler avait plus de jus. Ouais, en plus. Je pense qu'il avait plus de jus. Ouais. Il y a un truc par rapport à Gaethje et je lui enlève rien. Vraiment, je lui enlève rien. Par contre, si on regarde de près, il a battu Barboza, Cerrone, Ferguson. Ensuite, il a perdu contre Khabib. Puis, il a gagné contre Chandler. Je lui enlève rien, mais je reconnais que c'est moins impressionnant que le parcours du Brésilien. J'allais dire ces 2 dernières années, mais c'est plus que ça même. Alors, c'est dur en voyant ça de se dire qu'ils en sont au même point, alors qu'ils en sont certainement au même point. Mais en vrai, si tu analyses ça, tu te dis, tu bats Cerrone, tu bats Ferguson, derrière tu rebondis contre Chandler et tu as le title shot, tu vois. Donc vu comme ça, je dis pas que c'est abusé, mais en vrai, il faut faire attention à comment on voit Gaethje, bien que je le voie comme un Terminator. Hein. Pour moi, j'ai été choqué. Hein. Le cœur qu'il avait contre Poirier, contre Alvarez, ensuite Barboza, Cerrone, premier round, c'est des finishes au premier round. Ferguson, le sale qu'il a fait, vraiment, j'étais choqué. Je crois que c'est le combat qui m'a le plus fait mal au cœur à l'UFC. Ferguson, Gaethje, vraiment. Hein. Donc c'est un Terminator, c'est un tueur à gages. Mais il y a une balance, tu sais, il y a une balance qui est pas équilibrée entre sa façon brutale d'y aller et les 2-3 noms qui sont cochés dans toute cette liste, qui sont pas au même niveau que ceux qu'a eu Oliveira, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, la lacune que je vois dans son CV à Gaethje, c'est que tous les noms qu'il a affrontés, c'était des strikers. Et la fois où il a affronté un grappleur, c'était Khabib. Et il s'est fait soumettre deuxième round, je crois. Donc ça, c'est un peu une inconnue aussi. C'est vrai qu'ils ont eu des chemins assez différents. Et c'est vrai que les derniers lightweight qui ont eu le title shot, en fait, ils arrivaient, ils affrontent que des strikers. Et puis, à la fin, ils tombent contre Khabib ou Oliveira. Et là, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est ça c'est ça. Tu vois, on se rejoint là-dessus. C'est ça qui me fait dire, ok, c'est un Terminator, mais attention, parce qu'il n'a pas affronté dernièrement de mecs de la trempe d'Oliveira, tu vois. Donc, on va voir ça. Ouais, on a parlé de son opération des yeux. Voilà, clairement, moi j'estime qu'il a réappris sa distance. En plus, tu as parlé de Trevor Whiteman, tu as tout à fait raison. Ça a fait une différence incroyable en boxe et en kick, mais surtout en intelligence. C'est surtout ça, en fait. Il a une défense de lutte qui est très haute, ce qui va être parfait contre Oliveira. Donc je vois quand même les feux qui sont au vert à ce niveau-là. Donc c'est cool. Côté stats, l'avantage est quand même au Brésilien, si on se base sur le MMA moderne, la lutte, le grappling par exemple. Le taux de takedown réussi est de 2,5 toutes les 15 minutes contre 0. Une précision de takedown de 41% contre 0, du coup. Mais Gaethje a une défense de takedown de 73%, ce qui est extrêmement rare à ce niveau-là. Donc, point pour lui, point positif. Avantage également au sol ou debout ou en soumission pour Do Bronx, qui a 2,80 toutes les 15 minutes, contre 0 encore une fois. Donc l'américain au sol ou en amené de sol est beaucoup moins complet sur le papier. Voilà. On va passer à la stat qui tue. Alors, on l'a un peu cité en fait déjà, la stat qui tue, c'est Gaethje qui envoie 7,5 coups signifiants par minute. Il est au-dessus de la moyenne. Non seulement il est au-dessus de la moyenne, mais je crois qu'il est le premier de sa catégorie. Donc c'est exceptionnel. J'ai pas vérifié combien il était à l'UFC au total, mais dans sa catégorie, c'est le premier. Donc il a le taux le plus élevé des lightweight. Ah si, il est numéro... J'avais noté, je suis con. Il est sixième. Il est sixième en toute catégorie confondue. Donc c'est vraiment abusé. C'est trop. Voilà, c'est trop. C'est qui est le numéro 1 ? Ah, j'ai pas regardé. Attends, je peux peut-être le choper. Non, c'était juste par curiosité, mais ouais. Ouais,
t'es curieux et t'as raison. Si je speed un peu, c'est O'Malley, 8,37. Ouais, je viens de voir aussi. Ah ouais, C'est O'Malley, Sean ouais. O'Malley. Sean O'Malley. Après, bizarre. Enfin, non, c'est vrai, j'allais dire bizarrement, mais Daniel Rodriguez est top 2. Et c'est vrai que j'avais remarqué qu'il avait un taux de frappe à la minute, c'est incroyable. Shane Burgos, je suis un peu plus surpris. Khamzat Chimaev, je suis pas surpris. Qui rentre, Ouais, qui rentre à peine dans les stats à partir de son dernier combat. Il n'était pas dans les stats. Jordan ouais, mais Wright. bon, il a pas beaucoup de combats. Enfin, je Non, pense que ça je va sais, évoluer, je sais, quoi. je sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis Justin Gaethje, 6ème. Voilà. On va revenir à nos moutons. Attends, est-ce que je te vois encore? Ouais, c'est bon, ça n'a pas bougé. Je vérifie la vidéo. On en était où? Au pronostic. On en était au pronostic. Qui commence? Vas-y. J'y vais. Franchement, moi, je sais pas, je change d'avis, franchement, tout le temps, je te jure. Je trouve ça vraiment compliqué. J'ai l'impression qu'il y a tout qui peut se passer Je dans comprends. ce combat. Autant j'ai l'impression, franchement, Oliveira, autant il peut mettre KO Gaethje comme il l'a fait contre Chandler, autant Gaethje peut mettre KO Oliveira. Et Oliveira, il a même pas besoin de mettre au sol, il peut juste choper le coup. La plupart des soumissions, c'est par rapport. Bon, il a 2-3 armbars ou des trucs comme ça il y a longtemps, mais il chope le coup, quoi. Mais franchement, je sais pas, mon instinct, il me dit que cette fois, ça va pas passer, quoi. Et que Gaethje va le mettre KO. Il prend trop de coups et que cette fois, ça passera pas. Ouais. Et je sais pas, Trevor Whitman, c'est toujours, franchement, c'est un magicien. Ouais. Donc, moi, je dis, bon, déjà, moi, je pense qu'il va clairement pas aller à la décision, ce combat. Et je pense que Gaethje il va réussir à le finir. Ouais. Ouais. Pour mon pronostic, donc t'as dit Gaethje, toi t'as dit Gaethje finition. Finition, mais ouais, plutôt dans les later rounds, ouais. Ok. Un peu plus tard. Mon prono, alors le problème c'est qu'Oliveira il a, mais je suis comme toi, hein. Mon prono il a quelque peu pu changer en fonction de, déjà rien que quand on a parlé tous les deux, tu vois, donc laisse tomber quoi. Mais je m'en tiens quand même un prono de base. Donc pour moi Oliveira, alors parce qu'il a un trop gros volume de coups portés et qu'il s'expose trop, parce que Poirier était vraiment pas loin de l'avoir au premier round, et que je vois aujourd'hui Gaethje avoir, je le vois, comment dire, il est à son prime quoi. Aujourd'hui, je pense sur mes Poirier Gaethje, je pense que ça fait pas le même combat, mais aussi parce que Poirier il est légèrement sur la pente descendante, faut l'admettre aussi. Mais je pronostique Justin Gaethje par TKO dans le premier round, parce que voilà, trop d'intelligence de combat dernièrement, trop puissant, trop dur. Et il a compris comment fallait faire. Je pense que Oliveira est très dur à analyser, mais je pense que, comme tu as dit, Trevor Whitman et Justin Gaethje, ça match et ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Voilà, mon cher. Et je crois qu'on est d'accord sur toute la carte, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on va voir pour Chandler Ferguson. Ouais. Mais apparemment, ouais, on est d'accord ça, sur c'est tout. ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Les pronos UFC 274, c'est terminé. Quelle carte. Je vous souhaite un bel event, une grosse soirée MMA, une grosse nuit, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Tu fais des gros bisous, toi aussi? Ouais, bisous. Ciao. Allez.